de bien naturel. Je m'appelle Annika, je suis une coordinatrice de programme au réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. So a couple of housekeeping items before we begin. This presentation... Juste quelques petites choses aussi. Cette présentation-là, c'est en anglais, mais nous avons de la traduction simultanée et vous pouvez écouter dans la langue de votre choix sur le canal approprié. The presentation is going to be around 45 minutes with a 15-minute Q&A at the end. So feel free La to question-réponse de 15 minutes. Et n'hésitez pas à taper votre question dans la boîte de conversation. Et si vous avez des points de clarification, vous pouvez... This presentation is going to be recorded and it will be made available at a later date. Donc, quelques petites choses avant qu'on commence. Cette présentation va être en anglais. Donc, si vous avez besoin de la traduction simultanée, il suffit de cliquer en bas à droite si vous êtes sur un ordinateur et sélectionner le bon canal pour avoir la traduction. Donc, la présentation va être environ 45 minutes, suivie de 15 minutes de questions et réponses. Mais sentez-vous libre de taper vos questions dans la chat pendant la présentation. Également, cette présentation va être enregistrée et on va la rendre disponible plus tard. Without further ado, I would like to present our speaker, James Borneman. So James is the Geomatics Manager at the Southeast Regional Service Commission in New Brunswick. His team uses a wide range of technology to provide maps, spatial analysis, and science-based information in support of land use planning and related services, such as asset management and recreation. James holds a Bachelor of Science in Geomatics Engineering and a Master's of Science in Forestry. He began his career working on academic research projects related to climate change adaptation and flooding in water, forest, and wildlife management. James regularly collaborates with community, academic, and NGO groups, is on the steering committee of the New Brunswick Climate Change Adaptation Collaborative and a founding member of the Maritime Natural Infrastructure Collaborative. So with that, over to you, James. Thank you very much for the introduction. I'm going to share my screen now. Just 1 second. I'll put it in presentation mode. Présentation. Je tiens à m'assurer que vous pouvez voir ma présentation. Okay, great. So first of all, I would like to... D'abord, c'est bien d'être avec vous aujourd'hui et j'aimerais remercier le réseau de l'environnement du Nouveau-Brunswick. Talk about this topic of natural asset management and the recent experience that the Southeast Regional Service Commission just had in conducting 2 pilot projects with the Municipal Natural Assets Initiative in our region. Through these pilots, we were really trying to understand the value that natural ecosystems provide to municipality to provide core infrastructure services such as drinking water and stormwater management. So we're very much, you might hear about various terms of green infrastructure that may be semi-built or that mimic nature and are engineered in nature, but we're really trying to understand the value of natural ecosystems. And during my presentation, I'm going to focus on the process that we use to evaluate the forests and wetlands in these communities. And I'll focus on the science-based results. If you've got questions about the policy and how we're implementing them, that's more of the other my colleagues I work with who are working in those aspects. I'd be happy to try to answer your questions during the question and answer period. So I'll start my presentation just giving a brief background about why this Southeast Service Commission was interested in this. Était intéressé et je vais donner une brève introduction aussi de pourquoi c'est important. 2 different pilots and then just sum up with key findings and some next steps before moving to the question and answer period. So the Southeast Regional Service Commission provides planning and related services to 13 municipalities and surrounding areas in Southeast New Brunswick, right on the border with Nova Scotia. It's quite a large area, about the size of Prince Edward Island or the Greater Toronto area.
But one advantage we can see, as you can see at this map, it's very green. So there are a lot of natural assets that can be utilized and can benefit and that not only have value in and of themselves, but can provide values to communities. So that's an opportunity that we have in the region. Our interest in natural assets really came out of our efforts in climate change adaptation. For over 10 years, we've been working with communities in our region to adapt to the coastal flood risk, considering sea level rise. So almost all of our coastal communities have bylaws in place to ensure that new development is adapted to the future flood risk. And a couple of years ago, we got interested in expanding the areas of adaptation to flooding inland to also include freshwater flooding. And during this time, we commissioned a report called the Blue Zone Report that a researcher, Melanie Gillette, helped write to kind of come up with a roadmap to adapt to inland flood risk. Because it's very different in nature than the coastal flooding. And through that report, the role that dans ce rapport-là aussi, le rôle des atouts naturels pour réduire les risques d'inondation. Because they're natural systems that if lost, wouldn't be able to store, attenuate and slow down floodwaters. And this led us into applying to the municipal natural assets initiative to do some pilots in our region. This is just image of our Blue Zone report, which is available on our website, and I'll provide some links at the end if you're interested in that document. So in addition to adapting to the flood risk, we also saw natural assets as providing benefits to two other additional challenges. One is the infrastructure deficit. Many of the communities have old and aging infrastructure that's very expensive to maintain. Kind of in general, we know that it's expensive to build infrastructure such as roads and pipes, but it's even more expensive to maintain. So the initial construction cost about 20%. It was actually 80% of their total life cycle value. The costs are tied up in operating and maintaining and eventually decommissioning those assets. So any ways that you can help reduce infrastructure costs are really beneficial. And nature provides, as we'll see, a lot of benefits there. And then we've also observed that there's high rates of wetland and forest loss in and around municipalities. And this seems like a missed opportunity to utilize their ecosystem services. So we recently conducted 2 pilots with the Municipal Natural Assets Initiative in Riverview and Riverside-Albert. And I just wanted to, they're located here on this map. I also just wanted to quickly mention that we're starting a 3rd pilot in the Pointe-du-Chêne area on the Northumberland Strait, looking at the value that coastal natural assets have in terms of flood risk reduction. So if you got questions about that, I'd be happy to answer them at a later time. So I'm just gonna, these are a couple slides I borrowed from the Municipal Natural Assets Initiative, who we partnered with on these projects, who did the overall project management. Just to give you an idea of the motivation behind this work. So they developed out of Cette idée-là surgit qui avait été fait à Gibson en Colombie-Britannique. Où est-ce qu'il kind of came up with these core ideas of the value of nature. They identified that nature can be one of our most vital assets. And I think if you think of, to just think for a minute, if all of the forests and wetlands and natural assets were lost, you know, we wouldn't
they wouldn't have a role to play in slowing down floodwaters. When it rains, you'd have 100% runoff. You'd have to treat that runoff for drinking water. So without them, they play a very important role, but they're generally undervalued within municipalities. And as in the Gibson's case, natural assets are actually a central portion of their infrastructure system, and are more, they found them to be more resistant than engineered assets to changes in our climate, rapidly changing climate. So what the M&A does is they recognize that natural assets can deliver core services. So forests and wetlands provide ecosystem services such as filtering water that can then be used as a good and service by the community, such as clean drinking water. These natural assets can be managed just Et ces atouts naturels peuvent être gérés aussi, tout comme les over time. construites. There's also this recognition that this just isn't happening across municipalities, and green spaces in general are utilized for a very narrow range of services, mostly parks. Again, this slide just highlights that a lot of the infrastructure in Canada is in a poor condition. So utilizing nature services, having a greater reliance on them can provide a cost-effective way since they already exist. And as our climate's changing, we really need to think about more resilient ways to manage flood risks, especially in Canada, especially in Atlantic Canada. Precipitation is expected to increase. So if we can plan our communities in ways that utilize natural areas so they can provide multiple benefits, including flood risk reduction and stormwater management, there's a huge potential. The MNAI has conducted 11 pilots across Canada so far, and they're working with a number of other communities to replicate these methods elsewhere. So together with Gibson's and the MNAI, they kind of developed this strategy of understanding the value of nature in the same way that has already been established for understanding and managing engineered or built assets. This kind of asset management framework has been applied to engineered assets for many years, and it's just really tweaking some things to make it apply to natural assets. So it's following a very rigorous and well-established process. This process is kind of summarized in 4 phases here. The phase 1 is to understand what your asset is, so creating an inventory of your assets. So for natural assets, it's your street trees, forests, wetlands, etc. Getting information about what condition they are, and then doing an assessment to understand the level of service that these natural assets provide. So is it meeting the community needs? In the way that the MNAI Et la façon d'évaluer ces atouts-là, c'est en faisant des modèles. S'ils étaient perdus, évaluer it would cost to replace that service with an engineered asset. pour remplacer ça par des atouts ou des constructions humaines d'ingénierie. Alors, des pertes associées qui seraient associées. Ensuite, une analyse économique. Ensuite, on peut gérer, développer un plan pour gérer ces atouts-là à l'avenir. Alors, on a commencé avec la première cohorte 1. C'était 5 communautés
qui essayait vraiment d'appliquer ces concepts-là par Gibson. Alors, c'est des services de gestion des eaux pluviales dans 5 communautés. Il y a des enjeux clés. Ils ont découvert que la valeur des atouts naturels augmentait en matière de valeur. Au fur et à mesure des changements climatiques, ça va donner des actifs de grande valeur maintenant et à l'avenir. Une fois que ça va être fait, ils ont fait une demande pour d'autres 5 communautés pour une deuxième cohorte et pour laquelle la commission de services régionaux a été choisie comme un de ces 5 régions-là à travers le Canada. Voici un résumé ici. Voici pour les deux, Riverside-Albert puis Riverview. Ici, on a augmenté le nombre de services. Alors, en plus de gestion des eaux pluviales, ils ont augmenté ça à amélioration de la qualité de l'eau, eau potable, et aussi les co-bénéfices que donne la nature. En plus des services écologiques, on sait que la nature peut donner des bienfaits psychologiques. Comme vous le savez, c'est très bon de ces jours-ci. Tourisme, etc. Alors maintenant, je vais sauter dans les projets en commençant avec Riverview. Avant d'aller là-dedans, je voulais montrer cette feuille ici. Pas besoin de se préoccuper des détails, mais tout simplement pour dire que ça implique plusieurs acteurs, plusieurs intervenants, différentes spécialités. On a dû avoir des ingénieurs. Alors, l'équipe donne de l'appui des ingénieurs pour aider à conseiller le projet. Les hydrologistes, des écologistes. Ensuite, la commission travaillait avec la communauté pour faire la modélisation et j'étais impliqué à travers tout le processus. Alors, on est bien positionné pour mettre ça en œuvre. C'est vraiment un effort de collaboration entre la commission et les communautés, le personnel et des intervenants clés. Alors maintenant, on va aller à Riverview et Mill Creek. Alors, Riverview, environ 20 000 personnes au sud de Moncton et Dieppe, de l'autre côté de la rivière Péticodiac. C'est une communauté qui prend de l'expansion rapidement et il y a le Mill Creek, le bassin versant là, qui n'a pas été développé et ça a été montré par la ville comme une zone de développement possible. En 2013, ils ont développé un plan maître pour cette région-là. Il y a des choses qui sont déjà mises en application. Il y a un parc naturel, mais aussi évaluer le potentiel pour les aspects récréatifs, résidentiels, développement résidentiel dans cette zone-là. Un des désirs, c'était de conceptualiser ça, ce développement-là. Ce serait comme une ville dans un parc au lieu de faire ça séparé. Alors, ils sont vraiment bien pour maintenir les actifs naturels. Mais avec les limites du projet, c'est que les eaux pluviales s'en vont dans différents étangs et les terres humides dans la région, certains avaient été bâtis par-dessus dans ces sections-là. Alors, la ville veut travailler avec nous
pour explorer la valeur pour la gestion de ces eaux-là, de ruissellement, et puis ça pourrait être maximisé. Il y a aussi des co-bénéfices au niveau récréatif et la possibilité de mitiger le carbone par les forêts. Mais là, ça, je ne vais pas aborder ça présentement. Alors, pour vous donner une idée de la zone du projet, alors, le bassin versant de Mill Creek et l'autre qui est à l'extérieur de la zone municipale, plutôt de la forêt. Et si on zoome à droite, ça c'est la zone proposée pour le développement. Les zones au nord et à l'ouest. Dans la plupart des cas, il y a peu de développement et ça a été développé il y a quelques années passées. Et aussi, le but de ce projet-là, c'était de minimiser et d'avoir des infrastructures pour la gestion des eaux pluviales en utilisant les atouts naturels. On avait 3 objectifs qui pourraient aider à appuyer ceci. Le premier, c'était de créer un répertoire d'atouts naturels et l'évaluation de l'État pour la gestion des atouts. Nous savons où est-ce qu'ils se trouvent afin qu'on puisse comprendre leur valeur et d'avoir de la bonne information pour prendre des bonnes décisions. Et ensuite, avec un exercice de modélisation, c'était d'évaluer les atouts naturels, de savoir combien d'eau, la quantité d'eau qu'ils peuvent entreposer pour la gestion des eaux pluviales. Et ensuite, on voulait examiner les impacts des activités en amont afin d'évaluer l'efficacité des atouts naturels du ruisseau Mill. Ici, c'est un échéancier du projet. C'était pendant une période de presque 2 ans. Le projet était lancé en mai 2018 et nous avons rassemblé les partenaires du projet dans une pièce. Et nous sommes allés de l'avant avec le projet. Et nous voulions nous assurer qu'il y ait une compréhension aussi adéquate des objectifs. Et ensuite, nous sommes allés à la phase de collecte de données. Et ça a pris presque 1 an. C'était quand même une composante importante du projet. Une fois qu'on a recueilli toutes les données, nous avons rencontré les employés, les cadres de la ville afin d'élaborer un scénario futur et de finaliser les résultats de projet. Et ensuite, nous avons préparé aussi la modélisation à l'interne sous la supervision de notre équipe. Et ensuite, nous avons transmis les résultats à l'équipe du projet. Nous avons procédé à l'évaluation économique et le les rapports finaux se sont sortis en février 2020 avec les résultats. Et comme je l'ai mentionné, la collecte de données, la phase de collecte de données, c'était une phase qui a requis beaucoup de ressources. Nous essayons vraiment de comprendre la fonctionnalité de ces écosystèmes. Il y avait quand même beaucoup de travail à faire sur le terrain pour comprendre l'étendue des infrastructures, des cours d'eau et aussi des plaines inondables. Et nous avons aussi vérifié les niveaux d'eau au fil du temps, afin qu'on puisse modéliser, de pouvoir avoir un genre de station météo avec l'université. C'est l'Université de Moncton qui nous a fourni l'équipement. Donc, on pouvait recueillir des données sur le site. C'est un genre de micro, on pourrait appeler ça un petit peu des micro-modèles météo. Et aussi, on a recueilli beaucoup de données sur la couverture du territoire. Et c'était très important aussi, certains systèmes
Et nous l'avons combiné aussi avec des imageries. On avait les données LIDAR et nous avons aussi utilisé des sources de données aussi sur l'emplacement des terres humides. Et basé sur cette couverture du terrain, nous avons établi un inventaire des atouts. C'est un genre de tableau des atouts qu'on peut voir avec, c'est divisé aussi par terre humide. Et aussi, on avait des atouts qui sont construits. Et lorsque nous avons créé ceci, nous avons pris la décision de grouper aussi les atouts naturels. Et la raison que nous avons procédé de cette façon, c'était vraiment, c'est une unité d'analyse significative et on voulait savoir aussi comment est-ce que l'eau s'écoule dans une région et de savoir aussi les terres humides. Et nous voulions aussi voir où se trouvaient les zones de drainage. Et aussi, ça convenait bien à la modélisation. La façon dont les modèles étaient faits pour comprendre la valeur la valeur de ces atouts naturels là, pour la gestion des eaux pluviales. Et une fois que nous avons fait l'inventaire aussi des atouts naturels, nous avons dans quel état est-ce qu'ils sont ces atouts naturels? Nous avons créé aussi une évaluation de l'état de trois façons. La première façon, c'était au niveau des bassins versants, l'analyse des versants. C'est un pourcentage de la surface impévieuse, de savoir aussi la quantité d'eau de ruissellement et l'impact sur les écosystèmes. Vous avez l'état. On a aussi du ruissellement et ça crée aussi un flux plus élevé et ça peut avoir des impacts sur le milieu naturel et sur les cours d'eau en soi. Et nous sommes arrivés avec cette échelle-là de pouvoir coter les bassins versants de très faible qualité à qualité très élevée. Et de 1 à 5, on pourrait dire. Et ça ne veut pas nécessairement dire, que les atouts naturels, ça peut encore être il y a encore une possibilité de restaurer ou de les améliorer, de pouvoir améliorer leur état. Mais évidemment, ça souligne que dans certaines régions, où est-ce qu'il y a une abondance d'atouts naturels qui pourraient offrir des services très bénéfiques. Pour les terres humides, nous en avions 5 que nous avons examinés dans la région du ruisseau Mill Creek et Canard illimité aussi ont été très généreux. Ils nous ont donné, fait don de leur service ils avaient un protocole d'évaluation des écosystèmes pour 4 de ces bassins versants, ces terres humides, excusez. Un était situé aussi juste à l'extérieur de la zone du bassin versant. Mais ici, ce sont les terres humides dans cette région. Certains ne peuvent pas évaluer aussi dépendant en fonction de la saison durant l'année. Nous avons utilisé leur système de cotes pour ceux qui étaient celles que nous avons été en mesure d'évaluer et celles que nous n'avons pas été en mesure de faire. On a utilisé le score aussi pour la perturbation en fonction du développement à proximité. Nous utilisons des cotes aussi de leur protocole. Et avec la troisième façon aussi, pour évaluer les atouts naturels, c'est les forêts en raison des bassins versants. Ici, nous avons utilisé notre couverture du terrain pour identifier les forêts. Et nous avons aussi utilisé l'échelle aussi lorsqu'ils avaient qui avaient connu des perturbations dans ces régions-là, la masse forestière, afin de pouvoir évaluer l'état. Et nous avons choisi cette approche parce qu'en général, ça peut prendre à peu près 20 ans pour réaliser les services hydrologiques. Et une fois que nous avons
terminer l'inventaire des atouts naturels, nous avons créé un genre de carte pour les atouts naturels qui était disponible sur le web. Donc, les gens pouvaient visionner aussi l'information sur les atouts naturels ainsi que ceux qui sont construits. Là, et ça pouvait aussi servir d'outil pour prendre une décision. Un des aspects importants du processus, c'est des scénarios pour bien comprendre les atouts ou les actifs naturels. Alors, on voulait comprendre la valeur à l'avenir, pas seulement pour aujourd'hui, mais à l'avenir en matière de changement climatique et pour le développement futur. Alors, on a travaillé avec la ville pour regarder les différents scénarios de développement basés sur le plan maître 2015. On a mis l'accent sur 2 périodes de retour. Au niveau des précipitations, on a parlé d'une période de 5 ans et de 100 ans. Ça correspondant à la façon qu'on avait fait la conception de l'infrastructure. Celle de retour de 5 ans, ça c'est le genre de tempête qu'on s'attend, grosse tempête à tous les 5 ans, mettons. Et tu as tant de pourcentage, et ça correspond à quand ils ont fait le système, c'est basé sur les fossés normaux, alors, pour les grosses tempêtes, mettons une tempête d'un siècle, alors les rues se rempliraient, les fossés seraient pleins, les étangs seraient pleins. Alors, il faut aussi penser à ça. C'est pourquoi on a choisi ces 2 périodes-là de retour, si vous voulez. Et je devrais mentionner qu'on a regardé également le climat futur. On regarde dans l'an 1 et l'an 100. C'est nos efforts de planification à long terme pour faire l'inventaire des terres inondables et évaluer les risques d'inondation. Alors, une fois qu'on a eu toutes ces données-là, on connaissait la condition des actifs, des atouts, on est allé à la modélisation. Alors, on a utilisé le logiciel HMS, c'est développé par les ingénieurs de l'armée. Et c'était un modèle basé sur les événements. On regardait qu'est-ce qui se passait en 24 heures. Et ça serait, mettons, pour le 5 ans et le 100 ans. Là. Ça serait des résultats qu'on a vus, mettons, pour un événement sur 100 ans, par exemple. Alors, le développement actuel avec les terres humides, le développement actuel sans les terres humides, qu'est-ce que ça représenterait avec une tempête de 100 ans, à la fois de quoi sera là maintenant et si l'on considère aussi la colonne sur les changements climatiques. Ensuite, on a fait utiliser le même modèle, donc deuxième ligne sans les terres humides pour les climats actuels et futurs. Quelles seraient les augmentations, l'augmentation de la capacité de ces terres humides-là? Parce qu'on veut comprendre la contribution des terres humides avec le développement actuel. Et ensuite, on a fait la même chose avec les zones qui sont proposées pour le développement. Alors, vous voyez ici, c'est pas si important, à moins qu'on soit un hydrologiste, là, mais c'est utile d'avoir cette information-là, de la soumettre au personnel des municipalités. Alors, c'est là que l'équipe M&A, c'est là que leur équipe économique a été très utile.
ils ont traduit ça en quoi ça représenterait en matière de coûts s'il fallait remplacer ces terres humides-là avec d'autres systèmes. La première chose qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, OK, alors, combien que ça coûterait pour remplacer, mettons, une terre humide? Alors, il y avait 4 terres humides dans la zone du projet. Ça avait une valeur d'au-delà de 6 millions de dollars. Alors, c'est beaucoup d'argent pour une petite municipalité. Alors, c'est donc de bons arguments pour développer ces atouts-là, ces actifs naturels-là. Mais non, au niveau de la réglementation, c'est peut-être pas si important au niveau de la réglementation. Selon les arrêtés municipaux, c'est pas poussé aussi loin que ça. Alors, c'est une question de s'adapter à la capacité de la terre humide, mais seulement penser à la possibilité de la tempête de siècle. Alors, quand on regardait le système majeur, un an 60 ans, on voyait que les terres humides avaient une grande valeur. Il y avait, selon les modèles actuels, 1,4 million. Ça augmentait. Ensuite, il y avait 2,2 millions avec le développement, les changements climatiques, le développement futur. Et quand on a ajouté les changements climatiques, c'est un autre, ça montait à 2,6. Alors, les terres humides, leur valeur augmente avec les scénarios de changement climatique et développement futur. Et l'autre chose que je vais aborder, je vais pas aborder, on voulait voir quelle était l'analyse du cycle de vie en comparaison avec si on les remplaçait avec un système d'ingénierie. Je vais passer à la prochaine et vous attirer votre attention à la ligne d'en bas. Ce que ça montre, c'est qu'il y a 3 scénarios. Il y en a un qui, si on maintient les terres humides et qu'on augmente peut-être des étangs d'ingénierie pour prendre le ruissellement, dans certains cas, les terres humides par elles-mêmes ne peuvent pas tout accommoder les grands débits. Et surtout s'il y a du développement additionnel, changement climatique, alors même en construisant des étangs intelligents, si vous voulez, pour l'opération, maintien, remettre à neuf, etc., sur 100 ans, ça représente environ 5,5 millions. Si on remplaçait tous les terres humides, ça monte à 6,7 millions. Alors, on est intéressé aussi à savoir si on pouvait améliorer la capacité des terres humides pour entreposer de l'eau additionnelle. Alors, on a fait des suppositions ici. Alors, à partir d'exemples à travers le Canada, c'est moins d'un demi-million de dollars sur une période de 100 ans. Encore là, ça démontre que des atouts naturels peuvent sauver beaucoup d'argent aux municipalités à long terme, si c'est bien géré. Alors, j'ai mis ça là comme outil pour expliquer ces résultats-là à différents intervenants. Alors, c'est basé sur le web. Ils peuvent créer un scénario. Ils peuvent explorer les résultats en matière de débit et de valeur monétaire aussi. Alors, dans les résultats clés, alors, un projet comme ça fait partie c'est une grande contribution à la gestion des eaux de tempête pour Riverview. Une des choses qu'on a apprises,
Une des suppositions, c'est peut-être augmentation de 20 avec les changements climatiques. On a découvert en fait que c'est plus comme 30 de plus basé sur l'information. Et on travaille maintenant sur la mise en œuvre de ces résultats-là. Maintenant, je vais aller au projet de Riverside-Albert. Je vais passer plus vite parce que j'ai abordé beaucoup des processus dans l'autre. Alors, Riverside-Albert et Arabian Vault, ça, c'est deux bassins versants interconnectés qui divisent. Alors, ils fournissent de l'eau potable, à Riverside-Albert. Et une petite communauté. Ils voulaient trouver des moyens moins dispendieux pour aborder le défi d'approvisionnement en eau potable et faire face à certains des impacts des changements climatiques. Ils travaillent par le passé, ils avaient problème avec beaucoup de turbidité après les pluies torrentielles et des perturbations en travail d'entretien dans le bassin versant. Alors, ils voulaient comprendre également les impacts de la foresterie dans cette région-là pour aider à protéger cette zone-là. Ils ont essayé de conserver l'ensemble en travaillant avec Conservation de la Nature Canada pour conserver l'ensemble du bassin versant. Pour vous donner une idée du paysage, la plupart de cette terre-là était privée au temps de l'étude. Et je sais qu'il y a des efforts de conservation qui sont en marche depuis ce temps-là. Peut-être ça a augmenté la superficie un peu. Il y a des terres conservées. Il y a des étangs d'ingénierie et une grande section de terre de la couronne. Alors, ils avaient peu de contrôle sur l'ensemble du bassin versant. Et c'est pour ça que la conservation était si importante. C'est un aspect si important. Pour vous donner une idée, par le passé, quand ils ont mis en œuvre l'eau potable ici, la pipe était de connecter d'un étang à l'autre, connecter un bassin versant à l'autre. Ça, c'était un enjeu difficile à modéliser. Je voulais juste vous mentionner ça. Encore là, notre but était de comprendre la forêt au niveau de l'eau potable. Alors, on passe à travers le même processus, avec beaucoup de collecte de données. Il a varié un peu avec Riverside-Albert. On voulait faire une corrélation du débit, perte de forêt, changement climatique et comment ça pourrait modifier la demande en eau. Et on voulait faire une corrélation lorsqu'il faut la possibilité qu'il y ait des avis de faire bouillir l'eau. Et l'inventaire des atouts, et c'était quand même assez direct dans ce bassin versant parce qu'il n'y avait pas vraiment de coupe forestière aussi au cours des 20 dernières années lorsque le projet a commencé. Nous avons recueilli de l'information additionnelle sur la forêt, la structure de la forêt. Et si c'était pour de la modélisation et l'évaluation de l'état, mais parce que c'était quand même une forêt assez ancienne, elle était dans bon état pour sa fonction hydrologique. Et aussi l'utilisation des terres. Vous allez voir que nous avons utilisé le scénario de 2011 comme le scénario pour le modèle de l'état actuel. C'est parce
qu'on avait une simulation continue. Donc, on avait une modélisation des flux pendant une période de 20 ans et 2011, c'était l'année médiane. Et il y a il y a certaines des parties de la forêt qui avaient été récoltées pendant cette période de 20 ans pour avoir dans le score. Et nous voulions le comparer aussi si, pour tout le bassin versant s'il n'y avait pas eu d'impact. Et on voulait voir aussi dans le pire scénario s'il y avait une grande partie de la forêt aussi. Par exemple, un feu de forêt, quel impact ça aurait eu sur le flux de l'eau? Et lorsque nous examinons les changements climatiques, on va seulement le scénario jusqu'à 2050 parce qu'on veut quelque chose de plus à court terme. Et même d'ici 2050, nous allons avoir des changements considérables au niveau de la température, des précipitations. Les températures augmentent de façon substantielle dans toutes les saisons. Les températures et les précipitations aussi augmentent au cours de l'année. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ça me dépasse aussi. Mon collègue Marc-André s'occupait de la modélisation et c'était une simulation continue sur 20 ans à l'aide d'un logiciel. C'était quand même difficile de calibrer le modèle et sur des données historiques. Et une grande partie de ceci, c'était en raison aussi de la modélisation avec la fonte des neiges et de faire en sorte que ça fonctionne aussi dans le modèle. Et on avait c'était plus difficile aussi, les systèmes d'ingénierie. Et on a été capable quand même de calibrer le modèle. Et voici quelques des résultats clés. Nous avons remarqué des impacts importants causés par les changements climatiques. Sur le graphique, on peut voir les flux quotidiens aussi pour les modèles de 2008 à 2018. Ça démontre que chaque année, au cours de l'été, de peut-être au milieu du printemps jusqu'à l'été, on marque quand même des flux moins abondants. Et ensuite, c'est plus abondant le reste de l'année. Et c'est basé sur des tendances historiques que nous avons ajoutées. L'aspect changement climatique et les changements au niveau de la température sur ces données historiques. Et ce qu'on a remarqué, c'est que parce qu'il y a plus de tourisme pendant les mois d'été, on s'est aperçu, surtout dans les parcs, que la demande augmente et elle pouvait même excéder. Et que ça pourrait être peut-être le flux pourrait être moindre que la demande. Et une autre chose intéressante que nous avons découvert, en raison des températures plus élevées en hiver, et ensuite la neige qui fond, même pendant les mois d'hiver, qu'il y a quand même, le flux est beaucoup plus bas que le reste de l'année. Donc, ça pose quand même un risque pour des conditions de sécheresse pendant l'été parce qu'on n'a pas cette capacité d'entreposage-là intégrée dans le système du printemps lorsque le ruissellement est au plus élevé. Et on a aussi fait modéliser aussi avec une analyse à part le risque, l'érosion du sol qui pourrait aussi avoir un impact sur la turbidité de l'eau et avec les changements climatiques en raison d'une augmentation de la quantité de précipitations. Donc, on peut dire que l'érosion et non, je pense que je vais conclure pour l'instant en raison du temps. Mais pour les changements climatiques, surtout avec le scénario de perte au niveau de la forêt, le risque de contamination de l'eau est très élevé. Et lorsqu'on a terminé ça ici, nous sommes arrivés avec des coûts de remplacement. Si par exemple, l'eau potable n'était pas adéquate et à long terme aussi, ce qui pourrait arriver.
des scénarios au niveau de la qualité de l'eau. Et à court terme, si cette forêt-là n'était pas disponible, on pourrait peut-être voir jusqu'à 1,2 million de dollars pour remplacer les sources d'eau potable. C'est quand même très élevé pour un village, un aussi petit village. Et bien sûr, et d'amener aussi de l'eau par camion, ce qui peut être très dispendieux. Je pense que on a déjà parlé des résultats clés et simplement un résumé là, pour les leçons que nous avons apprises de ces projets. C'était vraiment une évaluation de propos aussi, c'était très important. La valeur aussi, ça fait en sorte que la valeur des atouts naturels devenait tangible et pour les communautés, on pouvait intégrer davantage aussi des procédures de gestion des atouts naturels. Et les prochaines étapes, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un inventaire régional des atouts naturels par bassin versant. Et on examine aussi les gestions des terres aussi, conservation, urbanisme, comment protéger sur ces sites-là et partout aussi. Et une fois que ça sera fait aussi, une fois que ces atouts-là sont protégés, nous allons aller vraiment avec au niveau de l'opération et de la gestion des procédures pour ces atouts-là dans ces régions. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. J'aimerais les reconnaître et les remercier. Maintenant, nous allons passer à la période de questions. Merci beaucoup pour cette présentation fantastique. Nous avons à peu près 6 minutes pour les questions. Soit que vous pouvez lever la main. Or you can also type your questions in the chat. Donc, merci pour cette merveilleuse présentation, James. Thank you for the great presentation. We have 6 minutes for a question and answer, so you can type your question. Levez votre main, puis on va vous unmuter pour que vous puissiez poser vos questions. Looks like we have a thank you in the chat. You're welcome, Roland. Glad you could attend. So I'm not seeing anyone typing anything or any questions. I'm going to give it maybe another 30 seconds just to make sure somebody's not furiously typing. Oh, there you go. We have a question from Lee. Could you comment on the reaction of private landowners to the idea of conserving their forest land? Unfortunately, I'm probably not the best to, I guess just to clarify on that point, when I was talking about conservation, that was conservation initiatives led by the nature, in Riverside-Albert, led by the Nature Conservancy of Canada. I'm not talking about, oh, what's it called? Comment on appelle ça? Conserving their land through. Les gens conservent le... So it was more of a, the Nature Conservancy would. C'est que la conservation de la nature achète. Exactly. Yes. Yes, not expropriation. Great. Any other questions? Oh, how do engineered solutions impact natural areas if they are used in combination for water management? Yeah, no, this is a really, I mean, I really see them,
I mean, engineering solutions can be detrimental to natural assets if they're not designed properly. You know, there's what's known as the urban stream syndrome, where if flows aren't managed, they can cause significant erosion to natural areas. But if designed properly, I believe that really engineered and natural solutions should work together, because especially in urban areas where the increases in flows can be quite large. So I think it's important to get the engineers and those, you know, environmental NGOs and economists or ecologists together and hydrologists to design these systems together. I don't know if that answered your question. Okay, great. Any other questions, comments, d'autres questions, commentaires? Oh, I just saw the note from Brandon. You're welcome. And I should also mention I had their logo on some slides, but we did receive funding from the Environmental Trust Fund as well in support of this project. So thank you for the ETF, the folks at the ETF as well, who were also consulted on this project. We have two other comments here. Designed by the Nature Conservancy of Canada and the European Vault area and the Caledonia Gorge is ongoing as both opportunities arise and fundraising makes it possible. That's right. Yeah. Also interesting work. Hope to see more of this happening in New Brunswick. Yep. No, and it already is. There was another pilot in Riverside or Florenceville, Bristol. There's been some work done in the Northwest. There's naturalized wetland projects in yeah, Moncton, Dieppe, Sackville. So yeah, this type of work is definitely growing. All right, so I think that probably wraps up our questions and answers, but I assume that people can ask you any follow-up questions via your email. Yep, no, that's right. I included that on. Oui, j'ai inclus mon courriel ici. Vous pouvez m'envoyer le courriel. Alors, merci encore une fois, James, pour ta présentation. Merci à tout le monde pour votre participation, pour avoir posé des questions. On apprécie bien ça. Alors, très bonne journée à tout le monde. Merci. Bye-bye.